J'étais allongée sur la table d'opération sur le point de donner un de mes reins à mon frère mourant quand ma fille de 8 ans, Léa, a fait éruption en hurlant quelque chose qui a glacé tous les médecins présents dans la pièce. Je m'appelle Amélie et je vais vous raconter comment ma fille m'a sauvé la vie en dévoilant un secret de famille que personne n'avait vu venir. Je suis une mère célibataire de 34 ans, institutrice en CE2 à l'école élémentaire de la Rivière. Le genre de personne qui apporte des gâteaux faits maison aux réunions parents-professeurs et qui reste tard pour aider les élèves en difficulté. Le genre de personne qui met toujours la famille en premier. Mon frère Julien a 3 ans de plus que moi. En grandissant, il était l'enfant prodige qui ne pouvait rien faire de mal. Star du football au lycée, promoteur immobilier à succès à 30 ans, marié à une ancienne reine de beauté nommée Carmen. Il avait la maison avec la clôture blanche, le SUV de luxe, les photos de vacances en Europe. Pendant ce temps, je conduisais une vieille Peugeot de 10 ans et je coupais des coupons pour joindre les deux bouts. Ma fille Léa a 8 ans, discrète comme une souris, mais futée comme pas deux. Elle remarque tout. La façon dont la voix des gens change quand ils mentent. La façon dont les adultes épellent des mots qu'ils pensent qu'elle ne comprendra pas. La façon dont sa grand-mère, Liliane, n'appelle que lorsqu'elle a besoin de quelque chose. Ma mère, Liliane, est le genre de femme qui dirige sa famille comme un petit pays dont elle est la souveraine suprême. Elle décidait qui organisait Noël, qui avait des fêtes d'anniversaire et qui était en odeur de santé ou non dans la famille. Mon père Bernard a appris il y a 40 ans que le secret d'un mariage paisible était de laisser Liliane prendre toutes les décisions. 3 semaines avant de me retrouver sur cette table d'opération, j'étais juste une mère célibataire fatiguée, essayant de traverser une autre année scolaire. Je n'avais aucune idée que ma fille avait collecté des preuves comme une petite détective. Je n'avais aucune idée que la vie parfaite de mon frère était construite sur un tissu de mensonges et je n'avais absolument aucune idée que les mots devoir familial deviendraient la phrase la plus dangereuse que j'aurais jamais entendue. Mais quand Léa a couru dans cette salle d'opération, quand elle s'est tenue là dans son uniforme scolaire avec des taches d'herbe sur les genoux et de la détermination dans les yeux, quand elle a demandé si elle devait dire à tout le monde la vraie raison pour laquelle oncle Julien avait besoin de mon rein, tout ce que je pensais savoir de ma famille s'est brisé en 1000 morceaux. C'est l'histoire de comment j'ai failli donner mon rein à un trafiquant de drogue qui se trouvait être mon frère. Comment la pression familiale a failli me coûter un organe et comment une fille de 8 ans a eu plus de courage que tous les adultes de notre famille réunis. La vie de mère célibataire enseignant le CE2 à l'école de la Rivière n'était pas glamour, mais Léa et moi avions construit quelque chose de beau ensemble dans notre petit appartement de 2 chambres rue des Tilleuls. Chaque matin commençait de la même façon. Léa traînait dans la cuisine dans son pyjama dinosaure pendant que je préparais des œufs brouillés et des toasts. Elle s'asseyait à notre petite table ronde, balançant ses jambes et faisant des observations qui me prenaient toujours au dépourvu. « Maman, pourquoi mamie Liliane dit toujours que la famille passe avant tout mais ne nous rend jamais visite ?» demanda-t-elle un jeudi matin, exactement un mois avant que tout ne s'effondre. Elle passe devant notre rue pour aller chez oncle Julien. Je posais son assiette doucement, gagnant du temps pour trouver une réponse qui ne révélerait pas ma propre douleur. Mamie est juste très occupée, ma chérie. Et oncle Julien a une plus grande maison pour les dîners de famille. Mais notre appartement est douillet, dit Léa, prenant une bouchée de toast. Et tu fais de meilleurs spaghettis que Julien ? Elle avait raison pour les spaghettis. J'avais appris à cuisiner de ma grand-mère italienne du côté de mon père, la seule membre de la famille qui traitait Julien et moi exactement de la même manière. Mais avoir raison ne changeait rien aux dynamiques familiales qui étaient gravées dans le marbre depuis mon divorce il y a 3 ans. Le divorce avait été ma lettre écarlate dans la famille Durand. Quand j'avais quitté le père de Léa après avoir découvert son aventure avec sa secrétaire, ma mère avait agi comme si c'était moi qui avais commis un crime. Le mariage, c'est du travail, Amélie, avait-elle dit, assise dans ma cuisine pendant que je sanglotais sur les papiers de garde. On n'abandonne pas quand les choses deviennent difficiles, mais certaines choses sont censées être difficiles et certaines choses sont censées vous briser. Regardez mon mari embrasser une autre femme dans notre lit, pendant que notre fille faisait la sieste dans la pièce d'Acandrave côté était du second type. Le divorce fut prononcé en 6 mois et j'obtins la garde principale de Léa et une compréhension claire de ma place dans la hiérarchie familiale tout en bas. Julien, pendant ce temps, ne pouvait rien faire de mal. Sa société immobilière Prestige Propriété avait des panneaux partout en ville. Il conduisait une Tesla, portait des costumes coûteux et faisait des dons à toutes les bonnes œuvres. Quand des parents venaient d'une autre région, il restait dans ses chambres d'amis. Quand maman avait besoin d'aide avec son ordinateur, elle appelait Julien. Quand papa voulait quelqu'un pour regarder le match, il allait chez Julien avec sa télé de 70 pouces. Mon salaire d'enseignante nous permettait de vivre confortablement. Euro par an n'achète pas le luxe, mais cela couvrait le loyer, les courses et le voyage occasionnel au parc d'attractions locales. Léa ne se plaignait jamais de porter des vêtements de chez Tati au lieu des boutiques où ses cousins faisaient leurs achats. Elle ne demandait jamais pourquoi nous avions une Honda d'occasion au lieu de quelque chose de brillant et de neuf. Notre vie avait un rythme qui fonctionnait. Du lundi au vendredi, j'enseignais à mes élèves pendant que Léa allait à la même école. Elle était en C2, juste en bas du couloir de ma salle de classe.
Après l'école, elle faisait ses devoirs dans ma chambre pendant que je corrigeais des copies. Nous rentrions à la maison ensemble, les fenêtres baissaient s'il faisait beau, chantant à tuer n'importe quelle chanson pop à la radio. Les vendredis soirs étaient des soirées pizza. Nous commandions chez Antonio une grande pepperoni que nous mangions en regardant un film sur notre canapé d'occasion. Les samedis matins, c'était dessins animés et crêpes. Le dimanche était notre journée d'aventure. Le parc, la bibliothèque, la journée gratuite au musée local. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à nous. Ma collègue Sophie comprenait notre situation mieux que la plupart. Elle avait vécu son propre divorce 5 ans plus tôt et en était ressortie plus forte. « Amélie, tu te débrouilles merveilleusement bien », me dit-elle un après-midi alors que nous surveillions la récréation. « Cette petite t'adore. Elle parle toujours des choses que vous faites ensemble, des histoires que tu lui racontes, de la façon dont tu fais même des courses une aventure. » Sophie avait raison. Léa et moi avions développé notre propre langage, nos propres traditions, notre propre façon de nous mouvoir dans le monde. Quand la caissière du supermarché était impolie, nous inventâmes des histoires amusantes sur la raison pour laquelle elle passait une mauvaise journée. Quand il pleuvait le jour de notre sortie au parc, nous construisions des cabanes en couverture et faisions des pique-niques à l'intérieur. Quand l'argent était serré à la fin du mois, nous dînions avec un petit déjeuner et faisions semblant d'être dans un café français chic. Le mardi soir qui a tout changé a commencé comme n'importe quel autre. Léa était à la table de la cuisine, travaillant sur ses tables de multiplication. Je faisais des spaghettis avec la bonne sauce, celle qui mijotait pendant 2 heures. Les fenêtres étaient ouvertes, laissant entrer les bruits des enfants jouant dans la rue. Tout était normal, paisible, exactement comme j'aimais. Puis mon téléphone sonna. La photo de contact de maman apparut à l'écran. Une photo du mariage de Julien, où elle le regardait rayonner comme s'il avait décroché la lune. « Amélie, c'est à propos de Julien. Tu dois venir à l'hôpital maintenant. » Le trajet jusqu'à l'hôpital général de la Rivière prit 12 minutes, mais sembla durer 12 heures. Léa était assise sur la banquette arrière, serrant ses devoirs de maths pendant que je serrais le volant et essayais de digérer ce que maman m'avait dit. Julien s'était effondré pendant une présentation professionnelle. Ses reins étaient défaillants. Ils avaient besoin de la famille immédiatement. La salle d'attente des urgences était déjà pleine de membres de la famille durant quand nous sommes arrivés. Maman se tenait au centre comme un général commandant ses troupes, ses cheveux argentés parfaitement coiffés malgré la crise. Papa était assis tranquillement dans un coin, ses mains de mécanicien jointes sur ses genoux. Ma cousine Nadia était là avec son mari, et même la grande-tante Mathilde était venue de Marseille. « Enfin », dit maman quand elle me vit, bien que j'ai enfreint toutes les limites de vitesse pour arriver là. Julien te demande l'unité de soins intensifs était un monde de machines bipantes et de lumière fluorescente crue. Julien était allongé sur le lit étroit et pour la première fois de ma vie, mon grand frère semblait petit. Sa peau avait une teinte grisâtre que je n'avais jamais remarquée auparavant. Des tubes partaient de ses bras vers diverses poches de liquide. Ses yeux, d'habitude si confiants et autoritaires, étaient remplis de peur. « Salut Amé », dit-il, utilisant mon surnom d'enfance, celui qu'il n'avait pas utilisé depuis le lycée. « Merci d'être venu. » Que s'est-il passé ? Je m'assis sur la chaise à côté de son lit pendant que Léa se tenait dans l'embrasure de la porte, absorbant tout avec ses yeux observateurs. Mes reins défaillent depuis 2 ans, admit Julien. Je ne voulais pas que personne le sache. Mauvais pour les affaires, tu sais. Mais aujourd'hui, mon corps a juste abandonné. Les médecins disent que je suis en insuffisance rénale complète. J'ai besoin d'une dialyse immédiatement et d'une greffe dès que possible. Le docteur Moreau, chef du service de chirurgie de transplantation, entra avec un presse-papier et une expression sérieuse. Il était grand et mince avec des yeux doux derrière des lunettes à monture métallique. « La situation est critique », expliqua-t-il. « Julien a besoin d'une transplantation rénale dans le mois qui vient, peut-être plus tôt. Nous devons tester tous les membres de la famille proche pour la compatibilité. » Les tests commencèrent cette nuit-là. Un par un, nous fûmes appelés pour des prises de sang, des antécédents médicaux et des examens préliminaires. Maman fut la première, insistant sur le fait qu'elle donnerait les 2 reins si cela pouvait sauver Julien. Mais son groupe sanguin était incompatible à négatif alors que Julien avait besoin de O positif. Papa était pareil. Nadia était de type B. Tante Mathilde était trop âgée et avait du diabète. Puis ce fut mon tour. L'infirmière préleva fiole après fiole de sang pendant que Léa regardait d'une chaise, ses devoirs oubliés. « Est-ce que ça fera mal à ma maman ?» demanda-t-elle à l'infirmière. « Juste une petite piqûre », l'assura l'infirmière. « Votre maman est très courageuse. » Mais la bravoure n'avait rien à voir avec ce qui allait suivre. Les résultats arrivèrent le lendemain matin. J'étais parfaitement compatible. Groupe sanguin O positif, excellente santé, pas de conditions sous-jacentes, même nos marqueurs tissulaires s'alignaient d'une manière que le docteur Moreau qualifiait de remarquablement compatible. Le soulagement de maman fut immédiat et écrasant.
Elle me serra dans ses bras pour la première fois en 3 ans. « Tu vas le sauver, Amélie. Tu vas sauver ton frère. » La pression commença immédiatement. Maman emménagea pratiquement dans mon appartement, le remplissant de sa présence et de ses attentes. Chaque matin, elle était là avec des articles sur les dons de reins réussis. Chaque soir, elle racontait des histoires de loyauté familiale, de devoirs, de la façon dont les Durand prenaient toujours soin des leurs. Quand ton grand-père s'est cassé la jambe pendant la saison des moissons, toute la famille est venue pour rentrer les récoltes, dit-elle un soir, assise à ma table de cuisine pendant que Léa faisait semblant de regarder la télévision. Quand tante Mathilde a eu un cancer, nous nous sommes tous relayés pour la conduire à la chimiothérapie. C'est ce que nous faisons, Amélie. C'est ce que nous sommes. Mais Julien et moi n'avions pas été proches depuis des années. Après mon divorce, il avait clairement fait valoir sa position. Peut-être que si tu avais été une meilleure épouse, avait-il dit lors d'un dîner de famille assez fort pour que tout le monde l'entende. Un homme ne s'égare pas à moins qu'il ne manque quelque chose à la maison. Maintenant, ce même frère avait besoin de mon rein et soudain, je faisais de nouveau partie de la famille. Soudain, j'avais de l'importance. Maman commença à nous inclure dans les messages de groupe de la famille. Papa commença à passer nous voir. Même Carmen, la femme parfaite de Julien, m'appela pour me remercier d'envisager le don. Tu n'es pas obligé de faire ça, me dit Sophie pendant la pause déjeuner à l'école. Être lié à quelqu'un ne signifie pas que tu lui dois un organe. Mais elle ne comprenait pas le poids des attentes de la famille Durand. Elle ne comprenait pas comment maman pouvait te faire sentir coupable d'un simple regard. Comment toute la famille se retournerait contre quiconque ne suivrait pas la ligne. Léa, cependant, comprenait. Elle observait tout avec ses yeux attentifs. Elle remarqua comment mamie apportait des courses maintenant que nous étions utiles. Elle remarqua comment oncle Julien se souvenait soudain de son anniversaire avec un cadeau coûteux. Elle remarqua comment la famille qui nous avait ignorés pendant 3 ans ne pouvait soudainement plus en faire assez pour nous. « Maman, dit-elle un soir, rampant dans mon lit. Vas-tu donner ton rein à oncle Julien ? Je ne sais pas encore, mon cœur. Je ne pense pas que tu devrais, dit-elle doucement. Il y a quelque chose qui ne va pas. 3 semaines de pression incessante finirent par briser ma résistance. Julien avait commencé la dialyse, passant 4 heures tous les 2 jours branché à une machine qui nettoyait son sang. Ses affaires en souffraient. Carmen m'appela en pleurs, disant qu'elle ne pouvait plus le voir se détériorer. Maman avait pratiquement emménagé dans mon appartement. Sa présence un rappel constant de mon obligation familiale. Le point de rupture survint un jeudi après-midi. J'avais pris un jour de congé pour accompagner Julien à son rendez-vous de dialyse. Le voir connecté à cette machine, son visage pâtiré, remua quelque chose en moi. Malgré nos différences, malgré les années où j'avais été traitée comme moins que rien, il était toujours mon frère. Le même frère qui m'avait appris à faire du vélo, qui avait menacé mon premier petit ami, qui m'avait ramené à la maison quand je m'étais cassé la cheville en grimpant aux arbres. J'ai peur, Amé admire, sa voix à peine un murmure. La dialyse ne fonctionne pas bien. Mon corps la rejette. Le docteur Moreau dit que sans une greffe bientôt, je pourrais avoir des semaines, pas des mois. Ce soir-là, je convoquais une réunion de famille dans mon appartement. Maman, papa, Nadia et Carmen se rassemblèrent dans mon petit salon. Léa était assise à la table de la cuisine, censée faire ses devoirs, mais écoutant chaque mot. Je le ferai, annonçai-je. Je donnerai mon rein à Julien. Le soulagement dans la pièce était palpable. Maman pleura même, de vraies larmes coulant sur son visage soigneusement maquillé. Papa hocha la tête avec approbation. La plus grande émotion que j'ai vue de lui depuis des années. Carmen me saisit les mains, me remerciant encore et encore. Même Nadia, d'habitude si réservée, dit que je faisais ce qu'il fallait. « Tu es une héroïne, Amélie », déclara maman. « Une vraie héroïne. Julien n'oubliera jamais ça. La famille n'oubliera jamais ça. » Mais plus tard, cette nuit-là, après que tout le monde fut, Léa rampa dans mon lit avec une expression troublée. « Maman, je dois te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur ? Tu te souviens le mois dernier quand nous avons vu oncle Julien au centre commercial, quand il a dit qu'il était à une réunion d'affaires à Bordeaux ? Je me suis souvenu. Nous faisions des achats de fournitures scolaires quand Léa avait repéré devant un restaurant. Il avait semblé embarrassé, expliquant rapidement qu'il avait dû annuler son voyage à la dernière minute. Il était avec une femme, continua Léa. Ils s'embrassaient. Ce n'était pas tante Carmen. Mon estomac se tordit. Peut-être que tu t'es trompée, ma chérie. Non. Et il y a plus. Elle sortit un petit carnet de sous mon oreiller, un de ces cahiers de composition que les enfants utilisent pour l'école. J'ai écrit des choses. Le carnet était rempli de son écriture soignée. Des observations datées des 3 dernières semaines. Oncle Julien au téléphone quand il pensait que personne n'écoutait. Des conversations entre mamie et papy sur les problèmes de Julien. Des flacons de médicaments avec des noms différents, des captures d'écran qu'elle avait imprimées à la bibliothèque de l'école. Léa,
Comment as-tu obtenu tout ça? Oncle Julien m'a donné son téléphone pour jouer à des jeux pendant ses rendez-vous de dialyse, mais j'ai regardé ses messages à la place. Maman, il a menti sur quelque chose d'important. Je lus ses notes, mes mains tremblantes, des références à quelqu'un nommé Denis, des mentions d'inventaire et de distribution. Des photos de flacons de médicaments sur ordonnance avec divers noms. Aucun d'entre eux n'étant Julien Durand. Un message texte d'il y a 2 semaines qui me glaça le sang. Une fois que j'aurai le rein, je pourrai revenir à pleine capacité. Ma sœur n'a aucune idée de ce qui a réellement causé ça. Maman, j'ai cherché sur Google les causes de l'insuffisance rénale à la bibliothèque, dit Léa. Prendre trop de pilules peut détruire les reins. Oncle Julien a pris beaucoup de pilules de différents types tout le temps. Je voulais le rejeter comme un malentendu d'enfant, mais Léa avait été méthodique. Elle avait documenté des dates, des heures et des conversations. Elle avait pris des photos de son armoire à pharmacie lors de nos visites. Elle avait même enregistré une conversation sur sa tablette. Julien parlant à quelqu'un de garder Amélie dans l'ignorance jusqu'après la chirurgie. L'opération était prévue pour le lundi matin, dans seulement 3 jours. J'avais déjà pris un congé maladie de l'école. Ma remplaçante était prête. Les rendez-vous préopératoires étaient terminés. Tout était en mouvement. Que dois-je faire, mon cœur? Demandai-je à Léa, cet enfant de 8 ans qui était devenue ma plus sage conseillère. Dis-le à quelqu'un, dis-elle simplement ou laisse-moi le dire. Mais qui nous croirait? Maman le rejetterait comme une peur de dernière minute. Julien nierait tout. La famille dirait que je cherchais des excuses pour me désister. J'avais besoin de plus de preuves, mais le temps pressait. Ce week-end-là, je fis les préparatifs habituels, le régime préchirurgical, les autorisations médicales, les papiers. Mais je fis aussi autre chose. Je comptais l'ancien associé de Julien, quelqu'un qui avait quitté l'entreprise brusquement l'année dernière. Je contactais la sœur de Carmen qui avait fait des commentaires étranges sur Julien à Noël. Je commençais à reconstituer un tableau qui rendit ma décision claire. Dimanche soir, la veille de l'opération, je m'assis avec Léa une dernière fois. Si quelque chose semble anormal demain, tu sais quoi faire. Elle houa la tête, serrant le dossier de preuves que nous avions compilé ensemble. Je serai courageuse, maman, comme tu me l'as appris. Lundi matin arriva avec une pluie froide de février battant contre les fenêtres de l'hôpital. J'étais à l'hôpital général de la Rivière depuis 5 heures du matin, passant les dernières préparations. L'équipe chirurgicale avait tout expliqué une fois de plus. L'incision, l'ablation, le temps de récupération, la surveillance à vie qui s'ensuivrait. J'avais signé formulaire de consentement après formulaire de consentement, chaque signature me semblant plus lourde que la précédente. Julien était déjà dans la salle d'opération attenante, inconscient et préparé. Par la petite fenêtre de la porte, je pouvais le voir allongé là, entouré de silhouettes masquées en blouse bleue. Dans quelques minutes, il m'endormirait aussi et quand nous nous réveillerions tous les deux, mon rein le maintiendrait en vie. L'anesthésiste, le docteur Dubois, vérifia ma perfusion une dernière fois. Des dernières questions, Amélie. Avant que je ne puisse répondre, les doubles portes de la salle d'opération s'ouvrirent avec une telle force que plusieurs infirmières sursautèrent. Là se tenait Léa dans son uniforme scolaire, une salopette bleu marine avec des taches d'herbe sur les genoux, ses cheveux encore dans les tresses tordues que j'avais fait la veille. Derrière elle se tenait Madame Martin, ma voisine de 70 ans. Toutes deux essoufflées et trempées par la pluie. Je suis tellement désolée à Madame Martin. Sa main pressée sur sa poitrine. Elle a dit que c'était une question de vie ou de mort. Elle a dit que sa maman était en danger. La sécurité se dirigea immédiatement vers elle. Mais le docteur Moreau leva la main. Quelque chose sur le visage de Léa. Cette détermination féroce que je connaissais si bien le fit s'arrêter. Maman, devrais-je dire à tout le monde pourquoi oncle Julien a vraiment besoin de ton rein? La pièce devint complètement silencieuse. On pouvait entendre le bip rythmique des machines, le bourdonnement de la ventilation, mais personne ne parla. Le docteur Moreau retira lentement son masque chirurgical, ses yeux allant de Léa à moi. « Laissez-la parler », dit-il doucement. Léa s'avança, sa petite voix remplissant la pièce stérile. Oncle Julien vend des pilules sur ordonnance depuis 3 ans. Il utilise de faux noms pour obtenir des médicaments de différents médecins élevant à des gens. La maladie rénale ne vient pas d'une maladie. Elle vient du fait qu'il prend lui-même trop de pilules. C'est absurde, dit quelqu'un. Mais le docteur Moreau leva à nouveau la main. Léa sortit le téléphone de Julien de son sac à dos. J'ai des preuves. J'ai tout envoyé à l'email de maman et à l'adresse email publique de l'hôpital ce matin. Vérifiez vos ordinateurs. Le docteur Dubois était déjà au poste de travail. Il y a un email ici avec des pièces jointes, des captures d'écran de messages textes, des photos de flacons de médicaments sur ordonnance, des conversations enregistrées. Lisez celui du 15 février, instruita, celui où il dit à quelqu'un nommé de une fois qu'il aura le rein de maman, il pourra augmenter la distribution parce qu'il sera de nouveau en bonne santé.
Le visage du docteur Dubois-Pallier en lisant à haute voix « Denis, arrête de t'inquiéter. Le rein de ma sœur me remettra à 100% en 2 mois. Elle n'a aucune idée que l'oxy a causé ça. La culpabilité familiale est une belle chose. J'ai déjà des acheteurs alignés pour le nouvel inventaire. » L'anesthésiste posa son équipement. Plusieurs infirmières reculèrent de la table d'opération. L'expression du docteur Moreau était passée de la confusion à l'horreur. « Nous devons arrêter immédiatement, » annonça-t-il. « Si ces allégations sont vraies, cela viole toutes les directives éthiques concernant le don d'organes. Le receveur ne peut pas être engagé dans des activités illégales qui causent sa défaillance d'organes et ne peut certainement pas avoir l'intention de poursuivre ses activités après la greffe. » À présent, l'agitation avait attiré d'autres personnes. Maman fit éruption, son visage tordu d'orage. « Que se passe-t-il ? Pourquoi n'opérez-vous pas, Madame Durand ?» dit formellement le docteur Moreau. « Votre petite fille a présenté des preuves que Julien opérait un réseau illégal de médicaments sur ordonnance et que son insuffisance rénale est le résultat d'un abus de substance. Nous ne pouvons pas procéder à cette chirurgie. » Léa crie à maman. Elle invente tout ça. Amélie l'a montée contre lui parce qu'elle a toujours été jalouse de Julien. Mais Léa n'avait pas fini. Elle sortit une petite tablette de son sac à dos et lança un enregistrement. La voix de Julien, claire et indubitable, remplit la pièce. La beauté d'utiliser Amélie, c'est qu'elle est tellement désespérée d'obtenir l'approbation de la famille qu'elle ne poserait jamais de questions. 3 ans à la traiter comme de la merde est maintenant une urgence et elle est prête à donner un organe. Après l'opération, on recommence à l'ignorer et je reprends mes affaires. Le chef de service de l'hôpital était arrivé avec 2 agents de sécurité. « Nous appelons la police », annonça-t-il. « Cette salle d'opération est maintenant une scène de crime. Personne ne part tant que nous n'avons pas réglé ça. » Je me redressais sur la table d'opération, le masque d'anesthésie tombant. Mes mains tremblaient en regardant ma fille de 8 ans debout là dans son uniforme scolaire mouillé, faisant face à une pièce entière d'adultes. « Comment as-tu su que tu devais venir ici ? » Lui demande Madame Martin m'a aidé, dit Léa. Je lui ai tout raconté hier soir. Elle a dit que parfois les adultes ont besoin que les enfants les sauvent de faire de terribles erreurs. Le docteur Moreau s'approcha lentement de moi. Madame Durand, je suis désolée. Nous aurions dû enquêter plus en profondeur. Votre fille vient peut-être de vous sauver la vie de plus d'une façon. 6 mois se sont écoulés depuis ce matin dans la salle d'opération. Julien purge maintenant une peine de 5 ans à l'établissement correctionnel d'État pour fraude aux ordonnances, distribution de drogue et usurpation d'identité. L'enquête a révélé qu'il menait son opération de vente de pilules via son entreprise immobilière utilisant des propriétés vacantes comme point de distribution et blanchissant de l'argent par le biais de fausses ventes de propriétés. Il reçoit une dialyse 3 fois par semaine à l'infirmerie de la prison. Les preuves que Léa a collectées n'étaient que la pointe de l'iceberg. Une fois que la police a commencé à enquêter, ils ont trouvé fausse identité que Julien avait utilisée pour obtenir des ordonnances, 3 médecins qu'il corrompait et plus de 200 000 de ventes de drogues illégales. Son entreprise immobilière a été saisie par le gouvernement. Carmen a demandé le divorce le lendemain de son arrestation et est retournée chez ses parents à Nice. Notre famille a complètement implosé. Maman insiste toujours sur le fait que j'aurais dû donner mon rein à Julien de toute façon, que la loyauté familiale aurait dû l'emporter sur tout le reste. Ses frères, a-t-elle dit lors de notre dernière conversation. Tu l'as laissé pourrir en prison alors que tu aurais pu le sauver. Papa a finalement trouvé sa voie après 40 ans de silence. Il a demandé la séparation de semaines après l'arrestation de Julien. J'en ai marre de faire semblant que le mal est bien, Lilian lui a-t-il dit devant toute la famille. Notre petit-fils est un criminel parce que tu ne l'as jamais laissé faire face aux conséquences de quoi que ce soit. Amélie et Léa sont les seules personnes de cette famille à avoir encore de l'intégrité. Il a emménagé dans un petit appartement en centre-ville et vient dîner tous les dimanches. Léa lui apprend des jeux de cartes pendant que je cuisine et pour la première fois de ma vie, je connais réellement mon père. Il raconte des histoires de son enfance, ses rêves d'être pilote avant de rencontrer maman. Combien il regrette de ne pas m'avoir défendu plus tôt. Léa et moi avons été transférés à l'école élémentaire de la Liberté de l'autre côté de la ville. Commencer une nouvelle vie là où personne ne connaissait notre histoire était exactement ce dont nous avions toutes les deux besoin. Elle est en thérapie pour traiter tout ce qui s'est passé et le docteur Dubois dit qu'elle fait preuve d'une résilience remarquable. La plupart des adultes n'auraient pas eu le courage de faire ce que Léa a fait. Elle m'a dit lors de notre dernière séance qu'elle savait que les adultes de sa vie prenaient une décision dangereuse et elle a choisi d'agir. Cela demande une bravoure extraordinaire. Le district scolaire a décerné à Léa un prix de civisme pour son courage. Le journal local voulait faire un reportage, mais nous avons refusé. Certaines histoires n'ont pas besoin d'être publiques. Certaines victoires sont privées, destinées à être gardées précieusement et chéries en silence. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de Carmen qui m'a fait pleurer. Amélie, ta fille a sauvé plus que ton rein.
Elle a exposé un homme que je ne connaissais pas vraiment. J'ai découvert que Julien me trompait depuis 2 ans avec plusieurs femmes, qu'il utilisait des drogues que je ne savais pas qu'il prenait et qu'il prévoyait d'étendre son opération de drogue après la greffe. Tu aurais sacrifié un organe pour quelqu'un qui ne te voyait que comme un stock de pièces détachées. Léa t'a protégé quand les adultes qui auraient dû te protéger ont échoué. Mais le changement le plus profond est dans ma relation avec Léa. Chaque soir quand je l'aborde, nous avons le même échange qui est devenu notre rituel. « Maman, es-tu fière de moi ?» demande-t-elle, même si elle connaît la réponse. Tu m'as sauvé la vie de plus d'une façon. Mon cœur, tu m'as appris que la famille n'est pas une loyauté aveugle ou un sacrifice. C'est de protéger les gens qui t'aiment vraiment, même quand cela signifie s'opposer aux gens qui ne t'aiment pas. Elle sourit toujours et ajoute « Et parfois, maman, la plus petite voix dans la pièce doit être la plus forte. » La cicatrice de la préparation chirurgicale est restée sur mon abdomen. Une marque de 5 cm là où ils avaient fait l'incision initiale. Je ne la cache pas. Quand les gens me demandent, je leur dis que c'est un rappel du jour où j'ai failli faire la plus grande erreur de ma vie et comment ma fille de 8 ans a eu plus de sagesse que tous les adultes de la pièce. La famille ne signifie pas se sacrifier pour quelqu'un qui vous détruirait sans remords. Les liens du sang ne méritent pas automatiquement vos organes, votre sacrifice ou votre silence quand ils font le mal. Parfois, le plus grand acte d'amour est d'avoir le courage de dire non, même quand tout le monde s'attend à ce que vous disiez oui. La vraie famille vous protège du mal, ne vous y conduit pas. Et parfois cette protection vient de la source la plus inattendue, une fille de 8 ans avec un carnet de composition, une tablette et le courage de faire irruption par les portes de la salle d'opération. Léa a sauvé mon rein, mais plus important encore, elle m'a sauvé d'une vie entière à être utilisée par des gens qui confondaient la manipulation avec l'amour. Elle m'a appris que défendre ce qui est juste ne consiste pas à être le plus bruyant ou le plus fort. Parfois, il s'agit d'être le seul assez courageux pour dire la vérité. Si cette histoire a résonné en vous, si vous vous êtes déjà senti sous pression pour vous sacrifier pour des membres de votre famille qui ne feraient pas la même chose pour vous, veuillez partager cette vidéo. Laissez un commentaire sur une fois où vous avez dû choisir entre les attentes familiales et votre propre bien-être. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus d'histoires sur le courage, la vérité et les héros inattendus de nos vies.